Salut, c'est Melvin. Je suis fan de bijoux rock, client de la marque Soul Fetish depuis plusieurs années. Je suis actuellement avec Thierry Martineau, créateur et designer de la marque. Et donc on sera ensemble pendant une vingtaine de minutes où on retracera son parcours et l'histoire de la marque Soul Fetish. Bonjour Thierry, Bonjour Melvin. est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui es-tu, te présenter? Bah, écoute, Thierry Martineau, je suis né dans le sud de la France en mars 1964 et voilà, j'ai grandi autour de la Méditerranée, à Toulon exactement, avec un père qui était dans la radiocommunication et qui travaillait beaucoup, et puis une maman qui était à la maison et puis qui était surtout artiste peintre. Voilà, donc j'ai vécu à Toulon, j'ai fait des études de mécanique, j'ai un bac de construction industrielle, donc pas du tout dans le bijou. Et ma famille donc non plus, n'était pas dans le bijou. Et ensuite, ben, j'ai travaillé tout simplement. Je commençais à travailler très jeune, à 20 ans. J'ai bossé donc dans l'entreprise familiale avec mon père où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce qu'on avait un métier qui était très très, je dirais, multitâche, où il fallait faire de l'électricité, il fallait faire des montages, je montais des téléphones dans les voitures, enfin des radiotéléphones à l'époque. Et puis j'ai commencé à cette époque-là, j'ai commencé à faire du surf, et puis en Méditerranée. Et la passion du surf m'a pris, et je suis parti ensuite vivre, pour cette passion, je suis parti vivre dans les Landes, à Osgore exactement. Et comment est-ce que tu en es arrivé à rentrer dans le milieu de la bijouterie? Bien écoute, d'abord, ben, j'ai commencé à ouvrir un magasin, et j'étais avec une charmante jeune femme à l'époque qui s'appelait Nathalie. On avait monté un premier magasin ensemble parce qu'elle était dans la chaussure, et on avait monté un magasin de chaussures qui marchait très bien. Et en face de ce magasin, il y avait un magasin de bijoux qui faisait des bijoux argent, des bijoux fantaisie. Et à ce moment-là, je cherchais aussi un deuxième métier. Je voulais, en plus du magasin, je voulais faire de la représentation pour gagner un peu plus d'argent. Et on me proposait d'être représentant en chaussures, mais je préférais en fait faire représentant en bijoux parce qu'ils avaient des petites mallettes et puis des grosses bagnoles. Donc ça, je pensais qu'on gagnait mieux sa vie en faisant des bijoux. Et puis à la fin de l'été, je pense qu'on est en 90 ou 91. Et là, je monte à Paris avec elle. Donc on fait tous les stands du Bijorca. On va au salon Bijorca, le salon de la bijouterie de l'époque. Et je m'arrête sur plusieurs stands, de poser une carte de visite. Et j'ai eu la chance d'être remarqué et d'être embauché par la marque Réminiscence, auquel je dois beaucoup, parce que j'ai fait la route pour eux pendant 5 ans. Donc j'ai été représentant pour cette marque de bijoux extraordinaire qui s'appelait Réminiscence, qui était extrêmement créative. Et j'avais tout le sud-ouest, donc j'avais une centaine de clients à visiter plusieurs fois par an. Et puis parallèlement, bien évidemment, on avait laissé tomber le magasin de chaussures pour ouvrir un magasin de bijoux. Donc j'ai commencé la bijouterie donc par deux choses, c'est-à-dire avoir mon propre commerce où je vendais des bijoux à des particuliers. Et puis la route, et puis les salons. Donc j'ai fait 5 ans je dirais, de bijoux commercial pour Réminiscence, voilà. Donc réminiscence, on était dans quel style de bijoux? Alors bah, les bijoux Réminiscence, c'était d'abord des bijoux femmes, il n'y avait pas de bijoux hommes, et puis c'était hyper créatif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris grâce à Réminiscence que, eh bien, pour vendre un bijou, il fallait pas uniquement vendre le bijou, il fallait vendre l'histoire qu'il y avait avec. Et ces gens-là étaient extraordinaires pour ça, parce qu'ils créaient donc des collections à thème. Donc tous les ans, on changeait. Il y avait un ou deux thèmes dans chaque collection. Il y avait deux collections par an. Et il y avait un thème, un coup c'était sur les Indiens d'Amérique, après on partait sur le Mexique, après on partait sur des thèmes très romantiques avec des cœurs, avec des oiseaux. Enfin, et à chaque fois, on se remettait en question, et on avait à chaque fois une histoire différente à raconter avec des décors de vitrines magnifiques. Ils avaient une section comme on dirait des décors de théâtre. Voilà, il y avait une section avec deux, trois personnes qui faisaient ça toute la journée, qui créaient des décors de boutique. J'étais vraiment, quand j'allais chez eux, en tout cas, parce qu'ils avaient leurs ateliers à Juan-les-Pins,
quand j'allais chez eux, c'était vraiment un plaisir parce que bon, je voyais cette création et finalement, c'est ça qui m'intéressait. J'aurais préféré bosser avec eux. Et bon, j'ai appris énormément en étant sur la route et en étant dans les boutiques, quoi. Et tu as fait ça pendant combien de temps, tu disais? J'ai fait ça pendant 5 ans. Alors au bout de 5 ans, j'ai commencé en fait à fabriquer mes propres bijoux, bien évidemment, pour mon magasin. Alors quand je dis fabriquer, j'enfilais des perles, hein. On allait rue du Temple acheter des perles, des élastiques, on faisait des bracelets élastiques, on faisait de la bricole pour histoire de, de vendre un peu plus, de gagner un peu plus d'argent. Et puis ça me commençait à vraiment me plaire de plus en plus. Et puis surtout, j'avais envie de faire des bijoux pour hommes parce que moi j'étais surfeur, biker, donc j'étais jeune, j'avais besoin un petit peu de porter des trucs et je trouvais rien. Donc j'ai commencé à vouloir faire des choses pour hommes et, pour ça je suis retourné à l'école. Donc je m'étais inscrit à l'école de Saumur, à l'école de bijouterie de Saumur et j'ai fait un stage de plusieurs semaines là-bas où j'ai vraiment appris toutes les techniques, toute la théorie de fabrication de la bijouterie argent et or, quoi, hein, avec le travail sur cire de sculpture, la fonte, les moules, le polissage, le sertissage, etc., etc. Donc je me suis créé un bagage théorique, on va dire, sur la fabrication de la bijouterie. Et comment ça s'est terminé avec Réminiscence? Tu es directement parti sur Soul Fetish? Ah non, 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 sous le fétiche, c'est venu après. En fait, à cette époque, on était plusieurs représentants et il y avait un représentant qui avait la Bretagne, qui s'appelait Franck, que je salue au passage si un jour il voit cette vidéo. Et on est parti ensemble en Thaïlande et c'est lui qui m'a fait découvrir ce pays. Il m'a dit, bon, viens, tu achètes du stock et puis tu verras, tu pourras le vendre à tes clients. Ça va faire en plus de ce que tu fais, des commissions que tu gagnes avec Réminiscence. Et donc, je suis venu avec lui ici. Et là, ça a été pour moi un vrai choc parce que je suis tombé amoureux du pays, hein, tout simplement. Et puis donc je suis allé dans les usines, je suis allé chez les grossistes et en fait ce que j'y ai trouvé ne m'a pas satisfait parce que les bijoux que j'ai ramenés en fait c'était vraiment j'avais acheté ce que je trouvais de moins moche, hein, pour dire la vérité. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti le besoin de créer mes propres bijoux, quoi. Donc à ce moment-là, un soir, on discutait, donc tu me poses la question sur l'origine de Solfètiche. On est ensemble et puis on cherchait des noms justement parce que moi je rêvais en fait d'avoir ma propre marque. En fait, les gens de Réminiscence m'avaient beaucoup inspiré, notamment Nino, le patron, qui roulait Harley aussi, qui avait une belle Mustang dans son garage. Et puis c'était un style de vie qui me plaisait, parce que c'est des gens en fait qui vivaient leur passion et 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas on fait des choses le week-end et puis la semaine on est sérieux. Non, non, c'était vraiment une vie comme ça de création et puis c'était des gens qui gagnaient bien leur vie. Donc j'avais envie de faire ça. Et en fait, je vous m'étais dit, j'ai commencé à rêver, à vouloir monter ma propre marque. Et un soir, on discutait, et puis j'ai dit, mais moi, pour moi, un bijou, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de quasiment spirituel, qui, pour moi, ça peut avoir des pouvoirs magiques, quoi, hein, on s'y attache énormément. Donc, moi, je considère qu'un bijou, c'est comme un fétiche, quelque chose qui nous porte bonheur, mais qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes, et au plus profond de nous-mêmes, bien, c'est l'âme. Donc, l'âme, le fétiche, soul fetish, et voilà, donc le nom était né, quoi. Voilà. Le Donc nom, là, on a le nom et les créations ensuite. alors les créations, ça viendra plus tard. Donc ça, c'était le rêve, bien de monter cette marque et j'avais déjà un nom, c'était déjà pas mal. Et puis les collections Solfètiche sont venues bien après, quand je me suis installé, c'est-à-dire à peu près à partir de 98-99. Qu'est-ce que ça a donné tes premières créations? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce process-là? Alors, au début, quand je suis arrivé en Thaïlande, donc l'arrivée en Thaïlande n'a pas été simple, parce que j'ai décidé à ce moment-là de tout laisser tomber en France et de venir m'installer ici. Pourquoi? Parce que je voulais faire mon trou dans le bijou et je m'étais rendu compte que, en fait, si je voulais contrôler la qualité de mes produits, bah, il fallait que je sois sur place, quoi. Et donc, j'ai décidé de venir ici. Et à ce moment-là, donc j'ai passé une période qui était quand même assez difficile. Et puis, et puis un jour, je me retrouve, j'avais vraiment plus un rond, quoi. J'avais bouffé toutes mes économies et je suis chez moi et le téléphone sonne et puis c'était mon amie Kanae, une amie japonaise qui m'appelle
et qui me dit: «Qu'est-ce que tu fais ce soir?» Mais je dis: «Écoute, il me reste 100 € en poche, je bouge pas, j'ai et ça va pas, ma vie», tu vois? J'ai commencé à paniquer. J'ai dit: «J'ai peut-être fait les mauvais choix de venir ici et tout ça». Et elle me dit: «Écoute, de toute façon, si tu restes chez toi, il va rien se passer dans ta vie». Alors, j'étais assez choqué par sa réponse, mais finalement, j'ai raccroché, puis je me suis dit: «Mais finalement, peut-être qu'elle a pas tort». Donc, bah, je suis sorti et puis je suis allé boire une bière, sur Sukhumvit, quoi, dans les quartiers dans le centre-ville de Bangkok, et je me retrouve à côté d'une charmante Thaïlandaise, on se met à discuter et je lui ai dit: «Mais tu fais quoi?» Elle me dit: «Ben moi, je travaille dans la bijouterie». Je dis: «Ah bon, c'est intéressant ça». Donc elle travaillait, elle était représentante pour une société qui fabriquait des chaînes en argent, et donc elle allait d'usine en usine, et elle me dit: «Et toi, tu fais quoi?» Ben je dis: «Bah moi, je suis designer». Tu vois? Je m'étais dit, «Je suis designer, donc «Ah bon?» Elle me dit: «Mais c'est intéressant parce que moi j'ai des clients, ils sont à la recherche de designers». Alors elle me donne le numéro de téléphone et le lendemain matin, j'appelle, et les gens me disent: «Ouais, on peut vous recevoir, venez». Donc je me pointe là dans Chinatown et je tombe sur cette société. Donc c'était une société, thaï et israélienne, donc c'était tenu par des Israéliens et qui bossaient sur le marché japonais. Alors, je viens, j'avais quelques modèles que j'avais faits, mes tout premiers trucs, hein, qui étaient vraiment un peu d'inspiration surf, tu sais, mexicain, tu vois? Je savais pas trop quoi faire, et et je leur montre, ils disent: «Ouais, non, c'est pas super et tout». Je dis: «Bah, ouais, mais dites-moi ce que vous voulez et puis moi je veux voir si je peux faire, quoi». Et le gars va derrière, il vient avec des plateaux, tu sais, remplis de bijoux, et là, je vois, putain, des têtes de mort, des fleurs de lys, des croix, des machins. Et là, j'ai dit: «Mais attends, ça c'est génial, j'ai jamais vu ça moi». J'étais dans la bijouterie depuis 5 6 ans et j'avais jamais vu ça. La bijouterie pour hommes, des trucs rock, tu vois? Un peu lourd, un peu sympa, et j'ai dit: «Mais vous faites quoi avec ça?» Elle me dit: «Beh ça, c'est le marché japonais». Et là, moi, je découvrais, quoi. Tu vois? En France, jamais on avait parlé de ça. Alors je leur ai dit: «Écoutez, moi, des trucs comme ça, je vous en fais, tant que vous voulez». Elle me dit: «Bah, allez-y». Donc je rentre chez moi, je bosse, 10 heures par jour à ma table, à faire des cires, des cires, des cires. C'est le moment où je rencontre donc celle qui deviendra ma femme, plus tard, et donc je retourne une semaine après, tout fier avec mes 4 ou 5, modèles en cire, et les mecs me disent: «Ah ouais, ça nous intéresse, on achète». Et ils me payent ça, je crois que c'était à peu près dans les 30 000 bahts à l'époque. Je sais pas ce que tu en penses, 30 000 balles dans 30 000 bahts en Thaïlande, surtout à ce moment-là, oui, c'était pas mal. Donc en ouais. fait, ça m'avait sauvé parce que là, j'avais vraiment plus un rond. En plus, j'étais en couple maintenant, Mmh. et donc je me suis dit: «Beh, c'est extraordinaire, quoi, c'est ce que je veux faire dans ma vie, je Mmh. veux rien faire d'autre que ça». Et en fait, l'homme que je suis aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette rencontre et cet événement, il n'aurait jamais existé, parce que c'est ça qui a vraiment déclenché chez moi je veux dire l'envie, l'envie de carrière, et je me suis dit: «Ça y est, je suis vraiment dans les rails, maintenant j'ai plus qu'à avancer, quoi». Et en fait, depuis ce jour-là, je n'ai fait rien d'autre que continuer, en fait, ce 1 pas que j'avais fait ce jour-là, quoi. Donc j'ai bossé avec eux. Ils me demandaient d'écrire mon nom dans les bagues, chose que j'ai fait au début. J'étais jeune et ignorant, hein, et je me suis fait bien évidemment avoir, parce que le jour où je suis allé au Japon, j'arrive au Japon, il y avait des bijoux à moi dans tous les kiosques, et les gens me sortaient des magazines, avec ma tête et tout ça, parce que lui, le mec, il m'avait pris en photo. J'étais là, mais j'ai dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» J'étais connu au Japon. Alors que je gagnais, en fait, 3 cacahuètes, puisque, en fait, ce qu'il me payait, lui, il vendait, des quantités phénoménales et en utilisant mon image et mon nom. Alors là, ça allait plus. Donc moi, j'ai décidé donc d'arrêter de bosser avec ces gens. J'ai protégé mon nom, donc Thierry Martineau, et puis c'est là où quand je suis revenu de ce voyage au Japon, j'ai dit donc à ma compagne à l'époque, j'ai dit: «Écoute, faut qu'on arrête et il faut qu'on fasse nous, parce qu'il n'y a pas de raison que ces mecs-là, ils gagnent de l'argent avec mes créations, je suis capable de le faire tout seul, quoi». Et donc on a monté une société, qu'on a ouvert le 14 juillet 99, donc il y a 26 ans exactement, et bien évidemment qui s'est appelé Solfètiche, ouais, Silver Studio, voilà, le Solfètiche Silver Studio. Et comment est-ce que ça a commencé les créations sous le fétiche, l'usine sous le fétiche? Alors,
À ce moment-là, donc je me suis dit, ben, si je veux, en fait, je suis arrivé en Thaïlande, dans un pays où la bijouterie argent, elle est considérée comme déjà de la copie, parce qu'il y a des copies absolument partout. Les gens, on a des usines, donc c'est pas l'endroit où il y a des créateurs, où il y a des marques. C'est pas là où il faut être en fait. Les créateurs, les marques, c'est à Tokyo, c'est à Londres, c'est à Paris, c'est à New York. Et en fait, je me suis dit, ben moi, je vais être à contre-courant. De toute façon, j'avais pas le choix parce que maintenant, je suis à Bangkok, et je vais faire ma marque de Bangkok. Et donc, ben, j'ai commencé à vraiment travailler avec ce que je savais faire, c'est-à-dire raconter une histoire, créer un concept. Donc, j'ai essayé de faire toute une collection d'une centaine de modèles à peu près, qui se tenaient, avec une certaine cohérence. On avait fait les packaging, j'avais fait des petits présentoirs, etc. Et puis, je me suis mis à la recherche de clients. Et alors là, ça a été le désert, la traversée du désert pendant un moment, pas un rond. Ma femme qui était enceinte, donc on était vraiment, vraiment, vraiment dans la merde, quoi. Alors on louait une petite maison dans le quartier de Sukhumvit qu'on devait payer même pas 150 ou 200 euros par mois, un truc comme ça. Et j'avais embauché un gars qui s'appelle Prisha, donc qui était mon premier employé, que j'ai gardé jusqu'à la fin et qui faisait des cires comme moi. Donc on était à tous les deux à faire des maquettes et j'allais bosser avec des usines que je connaissais pour leur demander de me faire des échantillons à l'époque, parce que j'avais pas encore de commande. Et puis, quand je disais pas de commande, je bricolais, quoi. Je vendais deux, trois trucs. Et surtout, les mecs me copiaient. Je leur filais mes modèles, ils les vendaient à leurs clients, tu vois. Et puis la qualité était pourrie, en fait, c'était compliqué. Et puis ça, un jour, il me dit, pourquoi on fait pas nous? Bah, j'ai dit, écoute, moi je sais faire, mais est-ce qu'on est capable à tous les deux de faire? Elle me dit, ouais, ouais, t'inquiète pas, on peut y arriver. Puis j'ai une copine qui a envie de bosser aussi, elle aimerait bien travailler avec nous. Donc la copine vient et qui est ma deuxième employée, que pareil, qui est restée avec moi jusqu'à la fin. Et puis on s'est mis à fabriquer nos toutes premières commandes. Et puis on y est arrivé, quoi, en bricolant un peu dans la cuisine, en bricolant des tables nous-mêmes, les outils, tu sais, j'avais fabriqué une espèce de boîte pour le polissage, tu sais, pour faire le polissage de finition, Mm. parce que t'en fous partout hein, avec le polissage de finition. Et tout ça dans la maison, quoi, hein. Il faut imaginer, tu es dans une petite maison, les petites maisons taille comme ça. Et puis un jour, une autre japonaise qu'on connaissait, qui était agent, elle se pointe avec un client, avec un japonais. Et alors là, le mec, on lui montre et tout. Ah, mais ça me plaît, et tout ça. J'ai plusieurs magasins et tout. Monsieur Shoji me rappelle hein, toujours. Et Shoji, il vient, il se pointe et il me passe 3500 € 3500 dollars, pardon, de commande. Et alors là, c'était le bonheur, quoi. Donc on a fait cette première commande et puis il y en a un deuxième une semaine après qui était revenu, Monsieur Irier, je me rappelle qu'il barge. Bon, j'avais fait un petit showroom à l'époque. Je montrerai les photos pendant la vidéo en post-prod. J'avais fait un petit showroom et le mec me dit, ah putain, on est bien chez vous. Ça vous dérange si je fais mon yoga ici? Alors j'ai dit, allez-y. Donc avec ma femme, on était là, on buvait un thé. Et lui, il était là, il faisait le poirier et tout dans mon showroom. Enfin bon, on a vécu des trucs avec ces Japonais, c'était assez rigolo. Et c'est bon, la machine était lancée. Et la machine, comme tu dis, la machine était lancée, voilà. Mm. Donc on a de plus en plus de commandes, ça marche bien. Notre fille est née, donc en août 2000. Et donc on est obligé de prendre une deuxième maison pour sortir en fait la production. On ne pouvait pas quand même produire, avoir un bébé dans la maison, c'était quand même pas génial. Donc on loue une deuxième maison. On commence à avoir du personnel. Je crois que j'avais une quinzaine de personnes déjà à l'époque. Ça, on va dire, ça a grandi assez vite. Et j'avais mon voisin qui était un espèce de chinois à moitié dingue, qui commence à se plaindre en fait. Et parce que soi-disant qu'il y avait du bruit, etc. Alors que bon, en Thaïlande, tout le monde fait son business dans sa maison, il y a du bruit. Enfin bon, je sais pas, le mec, ça devait pas lui plaire qu'un étranger euh, arrive comme ça et puis commence à avoir des employés et gagner de l'argent apparemment. Donc le type, il commence à m'envoyer la police, enfin à m'emmerder quoi. Et puis donc les flics arrivent, ils viennent me chercher un jour, parce que moi je m'étais un peu chauffé avec lui quoi, mais pas méchamment quoi. Et le type avait dit que je l'avais insulté, et cetera, ce qui était faux. Et les flics m'embarquent. Donc le soir, me voilà parti avec les flics, avec ma femme, donc au poste. Et le flic
me dit: «Mais, vous savez, ce mec-là, on le connaît, c'est un emmerdeur». Et puis l'autre flic me dit: «Mais» enfin en thaï, moi, c'est à l'époque, je parlais pas thaï, donc c'est mon épouse qui me traduit. Et lui dit: «Mais pourquoi vous lui faites pas casser les jambes?» «C'est quoi?» Il dit: «Parce qu'on le connaît, vous inquiétez pas, on n'enquêtera pas sur lui». Enfin bon, mais bon, c'est pour dire Et les donc une semaine après, une semaine après, donc on est parti, on a cherché quand même parce qu'on voulait pas d'emmerdement. ouais, Et puis surtout, c'était trop petit pour nous. Donc on a déménagé et on a pris en fait ce bâtiment qui a été notre bâtiment pendant plus de 20 ans, qui était sur Écamaï, qui était un bâtiment de 5 étages dans lequel on avait fait l'appartement au-dessus. Donc on avait deux étages dans lesquels on vivait. Mon fils est né là, dans 2004, et en dessous, on avait les bureaux et l'usine, quoi. Et là, vraiment, ça a démarré à fond, quoi. Donc, j'avais beaucoup de clients qui venaient, toujours des Japonais, beaucoup de Japonais. Ils venaient toutes les mois avec des sacs remplis de cash, quoi. Donc, on a vraiment bien gagné notre vie à ce moment-là. Moi, je passais beaucoup de temps à designer, donc je créais des modèles, je créais des modèles de plus en plus. J'avais pas de secrétaire, j'avais pas de comptable. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment qu'une usine en fait, avec peu d'admin. Donc en fait, on avait des frais qui étaient assez bas, puisqu'en plus on vivait là, donc on n'avait pas de loyer, rien du tout. Donc on a vraiment gagné de l'argent. Et à tel point je fabriquais donc les bijoux sur le fétiche que ces Japonais achetaient. Donc la marque vraiment était bien partie au Japon. On avait de la pub dans les magazines. Enfin, vraiment, bon, j'ai été invité là-bas. J'ai fait des salons avec eux, etc. Et puis, il y en a de plus en plus qui me donnaient leur propre marque, si tu veux, à fabriquer. Parce que c'est des gens qui avaient 4, 5, 6, 10 magasins. Tu vois, l'argent à cette époque-là, dans les années 2000, c'était un carton quoi au Japon. Et donc j'étais rentré vraiment dans le filon. Et ce qui était génial, c'est parce qu'en fait, chose que j'ai pas dit au début, c'est que quand j'ai commencé, au tout début, quand j'ai commencé à gratter la cire, quand je travaillais freelance avec ces Israéliens, euh, un copain me ramène du Japon un magazine, donc dans lequel il y avait tous les designers. Tu avais Chromart, tu avais Bill Wallacer, Tim Campy et le Zulueta, etc., etc., tous les gens qui étaient connus. Et moi, je feuilletais ça, j'étais comme un fou. Et je dis donc à ma compagne de l'époque, je lui dis, tu verras, un un jour, jour j'y serai. un jour, je serai. Et alors? Et je me suis battu. Et bah, bien évidemment, un jour, j'y ai été, quoi. Et même plus que ça, puisque après, bon, l'histoire continue, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, j'y ai été. Donc, je suis devenu un peu dans le petit cercle des créateurs pour hommes. Voilà, quoi. Donc, on travaillait vachement bien avec le Japon. Et puis il y a un couple de Français que j'avais rencontré à Paris, Vincent et Barbara, qui avaient un magasin très gothique, qu'ils ont toujours d'ailleurs, qui s'appelait Démonium à Paris, et qui viennent me voir, et parce que ils avaient entendu parler de moi, que je faisais toujours ces bijoux et tout, donc ils viennent, et ils me disent, ouais, mais nous, on aimerait t'acheter des bijoux. Donc ils m'achètent des bijoux. Et donc, le Solfétiche a commencé à être vendu en France à travers eux. Donc, merci Barbara et Vincent. Et puis un jour, ils me reviennent et ils me disent, tu sais, on va récupérer, on a un héritage, on va récupérer un petit local commercial dans rue La Feuillade, pas loin de la Banque de France, là, pas loin de la place de Victoire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un magasin Solfétiche? Ah ben j'ai écoute, why not quoi, allons-y, banco quoi. Donc me voilà parti à faire la déco avec eux, à trouver le concept, les présentoirs, et cetera quoi. Donc voilà, c'est Solfétiche, les premiers pas de Solfétiche en France, ça a été, c'était avec eux. Premier magasin, showroom magnifique. Premier magasin, après j'avais monté un showroom dans un hôtel à Bangkok, parce que je m'étais dit quand même, il faut que j'arrive à avoir, que mon usine c'était bien beau, mais c'était une usine, j'avais pas vraiment d'espace pour présenter ma bijouterie. Donc j'ai voulu un showroom. Et donc on avait monté ce showroom dans un hôtel vers Central World, là, en plein centre de Bangkok. On a fait quelque chose de très joli. Et on avait pris une entreprise pour faire la déco et tout, c'était vraiment chouette. Et grâce à ce magasin, donc j'ai pas eu énormément de ventes en fait, ça a été un demi-échec en fait. Et là j'ai une anecdote à raconter,
Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, en Thaïlande, les gens, ils copient, quoi. Ils s'emmerdent pas à faire des marques comme je fais moi. Moi, les gens venaient, le mec, il faisait un magasin pourri, j'y vendais pas. Tu veux, je travaillais comme je travaillais avec Réminiscence avant. C'est-à-dire Mm. que tu as une belle marque, donc tu fais attention à qui tu la vends. Moi, mon idée, c'était de devenir le Cromart français, quoi. Tu vois, j'avais une ambition de taper, de faire monter un peu plus ma marque pour en faire vraiment une marque de luxe. C'était ça l'idée. Et donc j'ai ce showroom et à côté, il y avait d'autres mecs qui avaient des magasins et qui vendaient des copies, ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Et un jour, il y a le mec d'à côté qui vient me voir, il me dit Martino, il me dit mais pourquoi tu fais ça? Ben, je dis pourquoi je fais quoi? Il me dit mais pourquoi tu fais ta marque? Pourquoi tu t'emmerdes à faire tout ça? Il me dit tu vends pas à tout le monde, tu essaies de faire une marque de luxe, il me dit tu t'emmerdes. Ben, j'ai dit bah ouais mais moi c'est ce que je sais faire et tout ça. Il me dit tu sais quoi? Il me dit si tu faisais comme nous là, on serait tous morts, il m'a dit. Parce qu'il y a que toi qui sais designer. Mm. Elle me dit, tu ferais comme nous, tu mettrais pas ton nom dedans, tu ferais des designs comme ça, on serait tous morts. Il me dit, ah, j'ai dit, ouais, bon. Alors, des fois, je me dis Particulier. peut-être que j'aurais peut-être dû l'écouter, j'en sais rien, parce que c'est vrai que il s'emmerdait vachement moins que moi, quoi, tu vois. Il faisait des modèles, les gens venaient, il y avait des trucs, des copies, des fois, des trucs. Et bon, moi, j'étais tellement formaté, si tu veux, par mon passé chez Réminiscence, ou la France, les marques, on copie pas, tu vois. Donc, je suis resté sur ma ligne. Et grâce à ça, donc grâce à ce showroom, un jour, on nous a présenté donc un designer anglais qui s'appelle Stephen Webster, qui était venu nous voir et avec qui donc le courant est passé, parce qu'il voyait ce qu'on faisait et lui il galérait parce qu'il, si tu veux, quand tu fais des bijoux, quand tu es créateur et que tu vas avoir une usine, en fait, tu as beau avoir des dessins, etc., mais l'interprétation que va faire l'usine de tes dessins, ben, elle va varier d'une usine à l'autre. Si les mecs ne comprennent pas ton style, ils vont te faire de la merde, tu vois. Donc pour un designer qui était vraiment dans un style rock, tu vois, arriver avec des choses qui étaient novatrices hein, en Thaïlande, personne ne savait. Donc quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit putain, tu peux pas me faire mes trucs à moi? Ben je lui ai dit écoute, vas-y quoi. Et donc on a produit pour lui à peu près pendant 6 ans, 7 ans. Donc j'ai fait des gros volumes pour lui parce qu'il avait. Donc en fait, chez Solfétiche, on avait la marque Solfétiche. Et vous avez fabriqué pour d'autres marques également. Mais est-ce que tu faisais du design pour ces autres marques également? Alors, j'ai designé pour pas mal d'autres gens. J'ai designé, donc on est venu me voir, j'ai designé pour Smet, la marque qu'avait monté Odigier avec Johnny Hallyday. Donc j'ai bossé pour Smet. J'ai bossé pour qui j'ai bossé encore? J'ai bossé pour une marque japonaise aussi. J'ai bossé bon après plus tard j'ai bossé pour Von Dutch, c'est moi qui ai fait toute la collection de bijoux Von Dutch. J'ai bossé pour Harley, donc Donc ça reste quand même. ça reste quand même voilà le gros morceau, hein, mais bon, je pense qu'on en parlera je pense qu'on pourra. Bah, c'est un chapitre complet. C'est un chapitre complet, donc l'histoire d'Harley, c'est une épopée complètement folle, donc je préfère qu'on en parle une autre fois. Donc voilà, j'ai travaillé pour des gens comme ça, puis des choses un peu à la demande, quoi. Donc voilà. Mais les grosses marques pour qui j'ai bossé, ouais, c'était Von Dutch, ça a été Smet. On a fait une grosse collection pour Smet, hein. Et puis Harley, bien sûr. Bon, bah, je pense qu'on en a assez pour le premier épisode. Ouais, si tu veux, C'est parfait. c'est parfait. On se revoit dans quelques temps. Merci à toi, Thierry. À bientôt. Ciao.